tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes tous ensemble aujourd'hui pour le dernier live des Facebook Live des Rendez-vous de l'ADI de toute cette semaine. Nous sommes aujourd'hui avec Mayannick. Bonjour Mayannick. Bonjour. Mayannick est avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, je l'espère, vous intéressera autant que moi. Il s'agit de la gestion des émotions, de la gestion du stress. Voilà, on va voir comment gérer toutes ces émotions qui peuvent nous habiter quand on décide de se lancer dans un projet aussi fort et décisif que la création d'une entreprise et ensuite au quotidien de faire vivre son entreprise. Et puis on se posera des questions sur le mental, l'état d'esprit de l'entrepreneur. L'état d'esprit de l'entrepreneur. Voilà, est-ce que ça existe? Est-ce que ça se travaille? Est-ce que ça se manage? Est-ce que ça se muscle? Enfin bon, moi j'ai plein de questions et sans doute vous aussi, en tout cas j'espère. Mayannick est là pendant 1 heure pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ce sujet. Donc déjà, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez déjà des questions? Parce que l'idée c'est que ce live vous ressemble le plus possible, autant que possible répondre à vos questionnements. On veut vraiment être concret, que vous repartiez avec au moins 2 idées. 2 idées concrètes, ce serait sympa. Voilà, à mettre en pratique dans son quotidien pour faire prospérer son activité, son projet. Donc, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes bien connecté, si vous êtes là? Un petit like, un petit bonjour pour nous indiquer que vous êtes avec nous et que vous avez des questions à ce sujet. Alors, je vois des personnes qui commencent à se connecter. Bonjour. Bah alors du coup, oui, je vois des gens qui commencent à se connecter. Alors on peut peut-être... Ils sont pas bavards. Non, ils sont pas bavards, mais ça va venir. Ça va venir. Je pense qu'en attendant que les premières questions se manifestent, j'ai de quoi alimenter ce débat. Donc, je vais commencer par te poser une question, Mayannick. Dans les gens qui nous regardent sur ce live, il y a des gens, je pense, qui sont sur le point de créer leur entreprise, qui se posent la question de se lancer et qui se demandent peut-être s'ils ont le mental d'un entrepreneur, s'ils ont la personnalité d'un entrepreneur. Est-ce que ça existe? Une chose aussi forte qu'un mental d'entrepreneur ou est-ce que... En fait, le mental d'entrepreneur par lui-même, oui, ça existe. C'est vrai qu'il y en a pour qui c'est plus facile de se lancer, d'entreprendre, parce qu'ils sont de nature plus autonomes. Ça, c'est vrai. Mais en fait, quelque part en nous, il y a une partie de notre personnalité qui permet de nous lancer et d'entreprendre, heureusement. Ça s'apprend, en fait. Tu veux dire tout le monde? Tout le monde, oui. Tout le monde peut apprendre à avoir un mental d'entrepreneur. Tout à fait. Et tout le monde a une part en soi qui a envie d'entreprendre, en fait. On l'a carrément en nous, mais on ne le développe pas forcément. Et comment on le développe? Alors, comment on le développe? Eh bien, déjà, c'est souvent, ça peut être une opportunité, une occasion de se lancer. On n'a pas forcément choisi d'être entrepreneur comme moi, mais voilà, avec la vie, etc., ça arrive. Et puis sinon, ceux qui sont déjà, qui ont déjà le mental, ils le font quand même assez rapidement. Ils se disent souvent, oui, moi, j'ai pas envie d'avoir un chef, je veux être autonome, je veux vraiment être autonome. C'est ça le sujet. Donc, l'autonomie, c'est la principale caractéristique de ce mental d'entrepreneur? L'autonomie. Il y a d'autres attributs? Oui, et puis il y en a qui ont un mental de leader, on va dire, naturel, et pour qui ça se pose même pas, en fait. Voilà. D'accord. Mais pour ceux qui l'ont pas, qui croient qu'ils sont timides et qui c'est pas fait pour eux, qu'ils sont réservés, si, il y a une partie d'eux, ils le savent pas, mais on a tous une partie en nous qui fait qu'on a envie d'entreprendre, qu'on peut entreprendre, en tout cas si on le souhaite. Parce que moi-même, j'étais pas, j'étais plutôt réservée. Oui. Et justement, en régulant mon stress et mes émotions, il s'est passé plein de choses. Mon cerveau, il m'a donné plein d'idées. Et donc, c'est possible, en fait. Je pense que ceux qui veulent se lancer, ils ont beaucoup de peur. Oui, j'allais t'en parler de la peur. Beaucoup de peur, de questions. Est-ce que c'est fait pour moi? Comment je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça fait partie de vos questions? Voilà, et donc ça peut, c'est quelque chose qui est naturel en tout cas, qui est naturel et bénéfique. Parce que souvent, justement, le stress, là, j'aimerais bien insister dessus, les gens pensent que c'est,
c'est pas bien le stress. Or si, c'est bien d'avoir du stress. Alors attendez. Pause. Tu nous dis que le stress, c'est bon. C'est bon pour la santé. Mais on nous parle à longueur de journée de gérer notre stress. Il y a plein de formations sur la gestion du stress. On cherche tous à gérer notre stress. On cherche tous à évacuer notre stress en faisant du sport. Tu dis que toi, que le stress, c'est une bonne chose. Je vais justement clarifier mon propos. Le stress, c'est une capacité de s'adapter à quelque chose d'inhabituel. D'accord. Donc, heureusement qu'on était stressé, parce que sinon, je pense qu'on vivrait encore dans caverne, et donc c'est ce qui nous a permis d'évoluer le stress. Donc c'est quelque chose de naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est d'en avoir trop. En fait, il y a plusieurs étapes dans le stress. Il y a d'abord la phase d'alarme, ensuite il y a la phase d'adaptation. On adopte des comportements, des modes de pensée, de fonctionnement, et on tient sur la durée comme ça, puis à un moment donné, il y a la phase critique. La phase d'épuisement. Et c'est là où c'est problématique, en fait. C'est qu'on attend souvent, justement, le dernier moment pour se préoccuper de son stress. Le stress, c'est quelque chose qui devrait faire comme plutôt un mouvement comme ça. Ça monte, ça descend, etc. selon le contexte dans lequel on est. Parce que, en fait, c'est un état de vigilance, le stress, qui permet de bien réagir aux situations. Oui, Sarah Bernard, je crois, c'est une grande actrice. Elle parlait avec une actrice qui lui disait oui, moi j'ai pas de stress quand je monte sur scène, etc. Et puis elle lui a répondu tu verras, ça viendra avec le temps. Donc voilà, ça pose un peu le décor. Elle avait le sens de la formule. C'est ça. Donc il faut effectivement, ça nous prépare à être au mieux de notre performance, de notre expertise pour pouvoir s'adapter à tout ce qui peut arriver. Donc le stress, c'est normal. Et en plus, le fait de le savoir que c'est normal, ça a un effet bénéfique, ça amoindrit les effets nocifs du stress. C'est normal d'avoir du stress. Donc ça, c'est un message, je pense, important à garder et je trouve très déculpabilisant. Tout à fait. En fait, puisqu'effectivement, le stress, c'est quelque chose qui, en tout cas, est assez permanent dans notre vie. Et en plus, j'aimerais dire vraiment le mot gestion. Moi, je l'utilise de temps en temps. La gestion du stress, c'est pas le mot. Non, c'est pas le bon mot. Ouais. Gérer son stress, c'est pas le bon mot parce que ça donne encore du contrôle. Or, justement. Il faut pas se contrôler ses émotions. Pas trop. Il faut pas contrôler ses émotions. Non mais vous n'avez pas l'impression en fait d'être en train de désapprendre tout ce que vous cherchez à apprendre pour être un entrepreneur bien dans ses bases. C'est intéressant ce que tu dis. En fait, les émotions, c'est quelque chose, c'est un message en fait, c'est un messager. Ça vous permet de passer à l'action. Donc dans chaque émotion, il y a un message bien spécifique. Et en fait, on passe à côté. Ouais. On se dit simplement que j'ai telle émotion de peur, de tristesse, je dois faire quelque chose pour gérer ça, donc pour le contrôler quelque part. Et puis on contrôle, et moi c'est bien en fait quelque part. Des fois, c'est bien aussi de ne pas contrôler, de se laisser porter. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on ne contrôle pas ses émotions et se laisser porter? Si par exemple, mon émotion c'est de la peur, qu'est-ce qui se passe si je ne contrôle pas ma peur? Imaginons, je me mets dans un contexte extrêmement concret. J'ai un rendez-vous avec un gros client qui est déterminant pour la vie de mon entreprise et de mon business. J'ai peur, je suis stressée. Comment je fais pour me mettre dans le bon état d'esprit? D'accord. Donc, effectivement, il y a quand même des techniques. C'est bien de faire du sport, des choses comme ça, pour réguler tout ça, pour réguler le stress. Réguler, hein, vous voilà. Moi, c'est le terme que tu utilises. C'est réguler les émotions, parce que des émotions, on ne serait pas vivant si on n'avait pas d'émotions. Avoir des émotions, c'est le propre de l'homme, quelque part. Donc, c'est faire redescendre ce niveau de vigilance que toi, tu appelles le stress. Et toujours de le mettre dans le contexte. Le coaching, ça sert à quoi? Justement, c'est à remettre les choses un petit peu à plat. Des peurs, vous en avez, ça c'est sûr. Il y a des choses qui arrivent, des événements. Mais c'est peut-être aussi de clarifier et de se préparer. Et ça, la préparation, effectivement, ça peut engendrer, ça peut prévenir de certaines situations qui peuvent arriver. Vous voyez. Donc la préparation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu répètes dans ta tête ce qui va se passer. Voilà, tout à fait. On fait des entretiens on prépare ces entretiens. La préparation, c'est justement ce qui est essentiel quand même, se préparer, savoir à l'avance qu'est-ce qu'on va pouvoir nous poser comme question, se dire que peut-être tel entretien s'est pas bien passé la dernière fois. Qu'est-ce que j'en retire? Et ça, le noter et de se dire qu'est-ce que je prévois pour la prochaine fois. De se dire qu'effectivement, peut-être que, et là je parlais de changement d'état d'esprit, c'est est-ce que si j'ai pas ça, qu'est-ce qui se passe pour moi? Toujours remettre dans
les perspectives de ce qui va arriver et si, se dire si je me plante complètement voilà. sur ce rendez-vous client Voilà. déterminant pour la vie de mon entreprise et pour ma vie parce que entière. des fois on pense que c'est comment dire que c'est déterminant. On a l'impression de jouer sa vie. Oui. Alors que non, moi il m'arrivait Ça des fois parle. il m'arrivait des fois plein de choses en me disant que c'était très très important pour moi. Et puis finalement, avec le recul, je me dis ben oui, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et donc je change d'état d'esprit et donc je fais quelque chose d'autre. Je suis dans l'action. En fait, et j'en reviens toujours aux émotions qui sont un messager, qui sont là pour pouvoir vous faire passer à l'action. Oui. La peur, si on ne se sent pas en sécurité, on est en danger. Hop, on passe à l'action pour pouvoir justement s'adapter à la nouvelle situation. D'accord. Donc l'action, c'est une manière de gérer ses émotions. Tout à fait. En fait, un être humain, il pense, il a des pensées, des croyances, etc., qui peuvent être limitantes. Mais en tout cas, il a des pensées. Ensuite, il a des émotions, des sensations qui guidées par ses pensées. Et les émotions, c'est pour passer à l'action. Après, il a des comportements. Oui. Et ça, c'est important que ce soit régulier, que ce soit régulé, justement. Donc, je prends l'exemple d'un entrepreneur en devenir, quelqu'un qui est sur le point de se lancer, qui a envie de se lancer, mais qui a peur. Parce que ça représente un risque, en fait, de créer une entreprise. Il s'agit de créer quelque chose de nouveau. Et du coup, quelqu'un qui, à cause de cette peur, ne passe pas à l'action. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Parce que justement, ce qui lui fait peur, c'est l'action. Je la mets en difficulté, en gros. Mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager. Tout à fait. En fait, je ferai comme avec mes clients et comme je fais moi-même. Ouais. Le fait de réguler mes peurs. À un moment donné de ma vie, j'ai été, confrontée à mes peurs, telles que des choses aussi basiques que comme comment manger, comment payer mon loyer, etc. Voilà, et donc, tout à fait. Beaucoup de gens qui sont suivis par l'ADI, effectivement, décident de se lancer à un moment où ils sont demandeurs d'emploi, ils sont au chômage, et c'est décidé de mettre de l'énergie dans quelque chose qui représente un risque, effectivement. Voilà. Et donc, ce serait, le fait de réguler cette peur. Eh bien, on passe à l'action. Le cerveau, c'est comme si quand il est occupé par quelque chose, les peurs, plein d'émotions, etc., qui sont là tout le temps, les pensées qui circulent dans la tête. En fait, quand on régule tout ça, c'est juste miraculeux, mais c'est vrai, ça donne la place au cerveau de créer autre chose, des idées nouvelles, en fait. Parce que la nature, elle n'aime pas le vide, quelque part. Le cerveau, il aime bien produire des nouvelles idées à chaque fois, et on devient vraiment plus créatif. Comment toi, tu l'as fait? Parce que tu n'as pas commencé comme coach, tu dis agitatrice d'idées. Agitatrice de potentiel. Agitatrice de potentiel, j'adore. Donc, tu n'as pas commencé comme coach, il me semble que toi, tu as commencé dans l'informatique, donc un domaine qui n'a absolument rien à voir avec ce dont il est question aujourd'hui. Et tu as remis ta vie complètement en question il y a 4 ans. Oui, alors je l'ai fait par palier, parce que c'est toujours ça. Les personnes, ils veulent carrément faire un gap dans leur vie. Bon, c'est possible, et puis des fois, on n'a pas de choix. Mais en tout cas, moi, ça faisait 25 ans que j'étais chef de projet. J'avais fait le tour de mon métier, en fait. J'avais fait des choses super intéressantes. Mais je sentais bien qu'au fond de moi, il y avait une partie qui avait envie d'aller dans le développement personnel. J'étais déjà inscrite en licence de psychologie par correspondance, donc j'avais deux choses. J'avais même 3 vies en une, puisque j'avais aussi la vie de maman. Et en fait, c'est mon corps qui m'a rappelé en fait à tout ça. J'ai fait un bore-out, ce qu'on appelle, c'est l'ennui au travail. L'ennui au travail. Voilà, c'est aussi une sorte de dépression finalement quelque part. Et donc j'ai cherché justement à ne plus m'ennuyer avec cette licence, mais aussi après j'en demandais trop à mon corps. J'étais trop stressée. Tu faisais trop de choses. Voilà. C'était que tu avais trop d'activités ou c'était tes émotions qui n'étaient pas agréables, qui étaient oppressantes? En fait, je faisais trop de choses et moi, dans mon type de personnalité, j'aime faire les choses, j'aime les faire très bien, parfaitement. Comme souvent j'entends, il faut faire les choses bien, etc. Donc, ça me mettait énormément de stress. La perfection, on en a beaucoup parlé cette semaine aussi avec Jordan. Jordan, si tu es là, bonjour. On en a parlé, cette perfection qui est un ennemi de l'action. Ça dépend du contexte, en fait. Ça dépend du contexte. Dans le travail, ça sert la perfection. Donc, quand on veut faire les choses bien, pour être un expert, quand je veux accompagner les gens, je cherche toujours à m'améliorer. Mais pas tout le temps. Pas dans le domaine, la maison, elle n'est pas forcément bien tenue. Et donc, ça peut être, il faut savoir dans
quel contexte on met cette énergie-là. Et donc, à un moment donné, j'ai décidé, j'ai franchi le pas, j'ai connu le coaching, ce que c'était vraiment. Ouais. Il permettait d'améliorer la vie des gens, de passer à l'action tout de suite. Et pour moi, ça, c'était important. Ce que je ne retrouvais pas dans ma licence de psychologie. Je ne voyais pas comment aider les gens. Je m'éclatais à comprendre, à apprendre plein de choses. Mais pas, voilà, je ne pouvais pas aider les gens. Alors, j'ai fait cette formation de coach et de la PNL. C'est de la programmation neuro-linguistique. Ah oui, j'allais te demander, c'est un groupe de rap, PNL. Oui, je vois que c'est associé souvent à un groupe de rap. Mais et pour les gens comme moi qui pensent que c'est un groupe de rap, PNL, explique-nous ce que c'est que la programmation. PNL, ça veut dire programmation neurolinguistique. Ça a été inventé par des Américains après-guerre, en fait. Et c'est concret, c'est pas compliqué? Parce que le nom est un peu ça a l'air un peu compliqué. Oui. C'est vrai que c'est quand même pour ceux qui aiment ça, qui aiment bien comprendre comment fonctionnent les choses, etc. Mais on peut, comment dire, utiliser certaines parties de la PNL pour améliorer sa vie de tous les jours. Alors, donne-nous des trucs voilà. pour des boutons sur lesquels appuyer. En fait, on a tous des programmes. Des programmes. Oui, on fonctionne sous forme de programme, en fait. C'est une habitude pour un peu, le cerveau, il aille plus vite. Donc, concrètement, il y a vraiment des chemins neuronaux qui s'installent, qui se créent. Et en fait, nos problèmes, c'est quelque part déjà inscrit dans notre cerveau. C'est des habitudes de fonctionnement, qui deviennent ancrées en nous. Voilà, de comportement. C'est pas une habitude, on fonctionne comme ça, on a l'habitude, on fait comme ça. Et justement, la PNL, ces gens-là qui ont inventé ça, ils ont aussi décodé les comportements d'excellence. Comment certaines personnes, ils arrivaient pour être un super leader. Et ils ont vraiment étudié ça, et ils se sont aperçus effectivement qu'on pouvait apprendre. Donc en fait, alors ça c'est très intéressant, j'aimerais figer ce moment. On n'est pas un leader naturel, on n'est pas on n'est pas né entrepreneur, on peut le devenir. Tout à fait. Il y en a qui le sont, parce que justement, dans la grille de personnalité que j'utilise, il y en a qui le sont. Ça, ils sont leaders nés, mais quelque part en nous, on peut apprendre ça. On peut acquérir de nouvelles habitudes. Voilà, de nouvelles habitudes, de nouvelles modes de pensée. Et avec des techniques, en fait, c'est comme si on faisait un reset des fois de nos programmes pour pouvoir se déprogrammer quelque part, pour pouvoir installer de nouveaux programmes plus performants. Ça s'appelle la modélisation. Ça veut dire qu'on va... moi, c'est comme ça que j'ai fait. Il y a quelqu'un dans mon entourage familial qui a justement cette facilité à entreprendre. Oui. Et bien, j'ai modélisé, j'ai regardé ce qu'elle faisait, ce qui fonctionnait, ses modes de pensée, ses émotions, ses comportements. Et j'ai adapté ça par rapport à mes valeurs. Donc, je ne me suis pas, en fait, je suis pas devenue quelqu'un d'autre. C'est juste que j'ai appris, comme on apprend à l'école des maths, le français, l'anglais. Oui. J'ai appris des comportements d'entrepreneur. Tu as appris de nouvelles habitudes en regardant un entrepreneur que tu admires ou quelqu'un qui tu as envie de ressembler. Voilà, tout à fait. Qui a peut-être des facilités que tu n'avais pas et tu as voulu. Alors, quelles sont les habitudes que tu as mises en place, toi, pour changer de vie il y a 4 ans? Par exemple, une fois, j'avais rendez-vous avec un entrepreneur. Oui. Je faisais exprès le déplacement aux Antilles pour aller là-bas. Et je n'avais pas de nouvelles de cet entrepreneur. Et il me disait oui, par mail, c'est OK, etc. Mais je ne savais pas si ça allait vraiment se faire, le job. Et donc, je suis descendue de l'avion. Avant, je devais téléphoner. Ça, c'était quelque chose, je ne suis pas tellement, moi, dans le relationnel au départ, comme ça. Ce n'était pas quelque chose que j'avais naturellement. Et j'aurais téléphoné cette fois-ci. Et là, je me suis dit, non, Maëlique, et un comportement différent de ce que tu fais d'habitude. Donc, je me suis déplacée, après une sortie de l'avion, je me suis déplacée, je suis allée le voir, la personne partait, mais en fait, de me voir, il s'est senti un peu gêné de ne pas m'avoir donné de nouvelles. Et j'ai pu avoir ce travail-là en faisant ça. Sinon, d'habitude, j'aurais juste téléphoné, et puis il m'aurait pas pris au téléphone, et voilà, j'ai repris le job. Vous comprenez un petit peu du coup, ce que je comprends, c'est que cette nouvelle habitude que tu as prise, c'est déjà de changer tes habitudes. Voilà, tout à fait. Ce que je fais d'habitude, je fais le contraire un petit peu. C'est un conseil peut-être qu'on peut donner aux entrepreneurs. Oui, ça qui n'a pas marché jusqu'à maintenant, faire différemment. C'est ça, exactement. Donc là, toi, tu es allé au-delà de ta timidité, parce que tu nous disais au début que tu es quelqu'un de réservé. Pour un coach qui est tout le temps en relation avec les gens, c'est assez étonnant. Donc en fait, on peut être coach en étant quelqu'un de réservé. C'est plus ça. Tu n'es plus, tu as changé
ton habitude. Ça, j'ai changé. Quelqu'un qui avait l'habitude d'être réservé, donc c'était pas ta personnalité, c'était ton habitude, c'est ça que tu En me fait, il me lance un peu sur le sujet de la personnalité. En fait, on pense que c'est figé, on pense que c'est quelque chose gravé dans le marbre, on est comme ça. Mais il y a des gens qui disent moi, je suis de nature stressée, par exemple, parce qu'on est vraiment sur les émotions. Et il y a des gens qui pensent que c'est dans leur personnalité d'être stressé. Qu'est-ce que tu peux leur dire? S'ils ont décidé d'être moins stressés, ils peuvent. C'est une question de choix. Donc la personnalité, tu n'y crois pas? Ça n'existe pas? Si, bien sûr que ça existe. La personnalité, ça vient du mot persona, étymologiquement, qui veut dire masque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans sa vie, on a un masque qui est qui nous protège de ce qu'à un moment donné, on a pu trouver souffrant. Voilà. Donc, on met cette personnalité. Moi, c'était, par exemple, je vous donne un exemple, c'était de faire les choses justement très bien, toujours parfaitement. La perfection. Voilà, la petite fille qui fait toujours bien ce qu'on nous dit quand il faut le faire, etc. Ouais. Mais c'était pour me protéger. Quelque chose, à un moment donné, j'ai dû trouver souffrant dans ma vie, j'ai mis ce masque-là. Voilà. Sauf que ça a ses limites. Au bout d'un moment, justement, de tout bien faire, oui, 40 ans, 45 ans, j'ai eu vraiment des problèmes de santé, d'acouphènes, de migraines, de problèmes de dos, etc. Parce que j'étais tout le temps en contrôle, trop dans la tension. Voilà, en tension. Donc ton corps aussi. Voilà, donc mon corps a parlé. Et donc, on peut vraiment changer de personnalité parce qu'à un moment donné, je voulais vraiment guérir. Donc, je dis, OK, comment je fais pour pouvoir réguler mon stress, mes émotions, etc. Et là, j'ai découvert des techniques, je me suis formée, j'ai créé mon propre concept, parce que moi, j'aime bien quand ça va vite. Mais alors, comment on fait pour aller vite? Parce que quand on a toujours été perfectionniste pour cacher peut-être un manque de confiance ou je sais pas, pour contrôler des émotions qui sont difficiles à appréhender, comment tu as fait ça? Pendant ma formation de coach, la PNL m'a beaucoup aidée parce qu'on parle de vision du monde. On a chacun en fait une vision du monde, des croyances, on croit, des croyances qui peuvent être structurantes. Ce que j'appelle les croyances, c'est vraiment des modes de pensée. Tu peux nous donner un exemple de croyance pour que ce soit concret? Voilà. Alors, par exemple, pour les entrepreneurs, c'est difficile de monter sa boîte. Ça, c'est une croyance limitante. Et l'entourage, en plus. Oui, la première fois que j'ai dit que c'est risqué, c'est que j'allais devenir coach dans mon entourage, on m'a regardé avec des yeux, j'ai dit, j'ai lu la peur. Ouais. Voilà, mais je l'ai pas mal pris. Parce que je sais que des fois, c'est juste, la personne, elle est dans ses propres peurs, en fait. On est toujours centré sur nous-mêmes, en fait. C'est vrai. Est-ce que ça vous parle, ça, effectivement, quand vous voulez vous lancer? Est-ce que vous dit votre entourage, peut-être, oui, ton secteur est bouché, il y en a plein, c'est compliqué, voilà, faut de l'argent pour se lancer, il faut beaucoup d'argent, parce que bon, coach, on se lance avec son expertise, mais quand même, il faut se former. Il faut se former. Donc ça coûte un peu d'argent. Aussi un cabinet, pour certains. J'ai fait le choix, parce que je partage avec une kinésithérapeute, parce qu'on a créé ensemble un concept. Mais il faut quand même de l'argent, effectivement. Mais, ça peut bloquer. Hein. Imagine, je suis au chômage et je rêve de me lancer, mais il faut que j'achète de la marchandise. Il faut de l'argent. J'ai pas d'argent. Donc ça, c'est une croyance. C'est une croyance qui peut être limitante, parce que des solutions, il y en a. Qu'on pense pas forcément, ça peut être même la famille, ça peut être du crowdfunding, il y a plein de choses qui peuvent exister pour pouvoir monter son projet. Donc c'est pas forcément vrai, c'est une pensée. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? La preuve que non, parce qu'il y a quand même plein de gens qui le font. Et alors du coup, comment tu vas au-delà de cette croyance? Il faut se faire accompagner, faites-vous accompagner vraiment. Des fois, ça peut être juste, le début de quelque chose. On pense ça coûte de l'argent, c'est vrai. Voilà, ça coûte de l'argent, mais pour moi, c'est un bon investissement. Mieux vaut des fois investir d'abord sur soi-même, franchement. Sur son état d'esprit. Sur son état d'esprit, sur son stress, sur ses pensées, etc. Parce que ça vous reviendra. D'une manière très favorable, de toute manière. Et toi, comment tu as remis en question tes croyances? Comment toi, tu l'as activé? Comment je l'ai activé au tout début, quand j'ai commencé déjà cette formation de coach au départ, parce que c'est après que ça m'a vraiment libérée, mais c'est que j'ai pu me dire que c'était possible. Et c'était de me dire aussi que, c'était l'ennui, ça devenait vraiment problématique pour moi. Et donc, je me suis lancée, je me suis dit, bon, on a la chance en France quand même d'avoir le Pôle emploi.
On a 2 ans où on peut, comment dire, se retourner, c'est pas vrai dans certains pays. C'est une chance. Il y a l'ADI aussi, des associations comme ça. Il y a plein de choses qui accompagnent même des jeunes entrepreneurs, etc. Il y a des choses qui se font, donc sortez de chez vous. Voilà. Donc le premier conseil que tu donnes, Mayannick, pour faire changer ses croyances, c'est déjà de ne pas rester seul. C'est ça, oui, pas rester seul. Ce que tu dis, c'est que quand on a ces émotions de peur, c'est qu'en général, il y a des croyances qui les entretiennent. Voilà, c'est ça. Et la première chose à faire, c'est de sortir et d'aller rencontrer des personnes qui fonctionnent différemment. Voilà, qui fonctionnent différemment. Et puis de savoir si vous avez quelqu'un qui est entrepris, bien poser des questions, comment il a fait. Vraiment poser des questions. Et ça va en fait, c'est ce qui commence à ébranler un peu la croyance, à dire que c'est possible, qu'on peut faire autrement. Et c'est ça qui est important. C'est quand même le déclic, c'est ça. Voilà. D'autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Donc, aller rencontrer des gens qui ont fait ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est apparemment le premier conseil que tu donnes. Voilà, tout à fait. Et ensuite, même si on a l'impression, du coup, que ces gens, ils ont un truc en plus qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on met en place? Bien, pareil, on modélise. Alors, il y a des petites choses que vous pouvez faire. Donne-nous des trucs. Moi, j'ai envie de sortir en prenant mes petites notes et en mettant ça en place dès que je sors pour créer ma boîte ou pour développer ma boîte. Alors, c'est pareil. Interroger comment les penser, qu'est-ce que les entrepreneurs qui sont dans votre entourage, les interviewer, leur demander comment tu as fait, toi? Qu'est-ce qui t'a fait te lancer? Comment tu as fait? Tu as eu des peurs? Est-ce que tu as eu des peurs d'abord? Et comment tu as fait pour réguler tes peurs? C'est vraiment d'interroger, ça s'appelle la modélisation en PNL. Vous pouvez trouver des petites choses sur Internet, il y a des bouquins pour ça. Voilà. C'est vraiment ne pas être seul et de chercher des solutions au travers de ceux qui ont déjà vécu la même chose. C'est intéressant parce qu'effectivement, quand on monte un business plan, on va interroger d'autres entrepreneurs qui ont fait ce qu'on a fait. Et en général, on leur pose des questions très techniques sur leur cible, sur le marché, sur le business model, enfin des mots, j'utilise des mots compliqués, mais qui sont des mots techniques. Et en fait, ce qu'il faut retenir dans ce que tu dis, Mayannick, c'est qu'il faut aussi les interroger sur leur vision du monde, ce en quoi ils croient, sur leur état d'esprit. C'est ça. Parce que ça fait autant partie du succès. Je dirais même plus. Plus. Parce qu'après, là, c'est de la technique, ça s'apprend. Si on est vraiment motivé, on apprend. Mais cultiver sa posture de leader, etc., pour moi, c'est le b.a.-ba, c'est le début en tout cas pour mes clients, pour les gens que je vois, les entrepreneurs, c'est vraiment, ils ont une posture différente. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel à vraiment travailler. Même si c'est pas au début, mais en tout cas, le faire en même temps. Voilà. Le faire en même temps. Et donc, du coup, tu proposes de sortir de chez soi, aller rencontrer, poser des questions. Ça, c'est quand même très, très, très fort. Et puis, essayer d'imiter. Est-ce que c'est le bon terme? Est-ce qu'il faut imiter? Parce qu'on est qui on est quand même. Mais est-ce que ça marche? Oui, c'est imiter les bonnes pratiques, c'est des comportements. C'est pas changer qui on est, c'est juste des comportements. Voilà. Donne un exemple de bon comportement. Alors, un bon comportement, c'est par exemple, c'est de passer à l'action. C'est passer à l'action. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui n'osent pas se lancer. Et ça reste au niveau de concept. Alors, j'ai plein d'idées, je vais faire ci, je vais faire ça, mais alors, je ne sais pas vraiment comment faire. Mais quand on veut créer sa boîte, on imagine quelque chose avec du succès. On en est là, on en est à l'idée. Et on imagine qu'on lance un business avec du succès. Et pour aller de là à ce point, c'est vertigineux. Donc, passer à l'action. Passer à l'action, c'est des petits pas. Des coaching, c'est ça. Déjà, il faut avoir un objectif quand même pour pouvoir être entrepreneur. Il faut quand même savoir où vous allez au bout. Mais effectivement, si on regarde tout de suite le bout du bout, c'est un peu vertigineux. Effectivement, on a peur de se lancer. Donc, c'est effectivement de peut-être découper en petits pas. Déjà, commencer. Tester. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir démarrer votre entreprise, qui ne soit pas trop coûteux, juste pour tester déjà si ça fonctionne, le concept. Parce que des fois, on peut avoir une grande idée, etc. Se dire qu'il faut beaucoup d'argent, et puis vous savez même pas si le concept il fonctionne. Et toi, par exemple, comment tu as fait? Parce que toi, tu avais envie d'aider les gens dans leur vie. Oui. Ce qui est un objectif, a priori, qui est un peu comme sauver le monde. Hein. Donc, ça peut sembler vertigineux. Et puis, aussi de vivre de cette activité. Donc, toi, c'est quoi les petits pas que tu as mis en place? Alors, déjà, je me suis dit, je lâche le boulot.
je m'ennuie, je fais cette formation de coach. Ça, déjà, ça a été mon premier pas. Je me suis dit, je vais le faire en interne. Je ne peux pas me lancer comme ça tout de suite. Pour moi, c'était trop vertigineux. Je me suis formée. Et puis, quand je me suis formée, je faisais aussi déjà des techniques de thérapie brève. C'est quoi? Alors, c'est des techniques qui permettent justement de réguler le stress et les émotions, mais d'une manière rapide, pas une thérapie longue. Ah, sympa, parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans une psychanalyse pour créer ça. Le passé, etc. Non, c'était vraiment la thérapie brève, c'est des outils rapides. Et quand j'étais en formation, en fait, j'avais mes copines, j'avais déjà une technique, et mes copines, je les aidais déjà à réguler leurs émotions. Donc, j'ai su tout de suite que j'aimais faire ça et que c'était efficace. Donc, j'ai déjà pratiqué quelque part. Mais c'était quoi tes techniques de thérapie? Alors, par exemple, je fais de l'EFT. Je ne sais pas s'il y a un groupe de rap qui s'appelle EFT, peut-être, si vous en connaissez un. Donc, on a rencontré PNL. Là, EFT, donc c'est quoi l'EFT? Alors, c'est une technique de régulation des émotions. Là aussi, ça donne Une autre. Ouais. Et en fait, ce sont des tapotements sur des points d'acupuncture du visage, de la tête et du corps. Voilà. Oui, c'est un peu ça. Voilà. Ça paraît bizarre, mais l'acupuncture, ça fonctionne. Et ça c'est lié à l'acupuncture. Oui, donc il y a de la science derrière. Voilà, c'est pas des aiguilles, mais c'est. Et à la place des aiguilles, tu te tapes. Voilà, on se tapote à des endroits précis. Et c'est juste miraculeux. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, ça régule des hormones et qui fait que ça agit sur le stress et les émotions. C'en est une. Il y en a plein d'autres. Mais c'est une thérapie physique. Oui, c'est-à-dire qu'on utilise le physique, c'est ce que je retiens, parce qu'après, effectivement, les gens vont adhérer ou pas. Mais c'est-à-dire que tu passes par le corps, tu apaises le corps. Oui. C'est ça l'idée? En fait, les émotions, on pense que c'est une idée comme ça, mais en fait, c'est physiologique, les émotions. C'est-à-dire que c'est dans le corps. Il se passe des choses quand on a peur. Le sang quitte un endroit pour aller vers un autre. On peut avoir les poils qui se hérissent, etc. Il se passe des choses. Donc, réguler les émotions et le stress, pour moi, selon moi, ce sont des techniques, c'est les techniques les plus efficaces, ce sont des techniques psychocorporelles. Et donc, avant de faire quelque chose d'important, toi, tu faisais cette chose physique. Donc, ça peut être faire ces tapotements quand on sait comment le faire. Ou alors quand on est accompagné. Moi, en fait, j'ai mis en place une série de à peu près 6 séances. Déjà, j'ai mes clients ont beaucoup de résultats avec ça. J'adore faire les concepts encore. Je suis informaticienne de base. Tu fais des programmes. Voilà, c'est ça. Tu déprogrammes les gens pour leur réinstaller de nouveaux programmes. Voilà. Et donc, moi, l'informaticienne. J'ai fait ma petite sauce avec toutes ces techniques que j'ai apprises pour pouvoir que ce soit efficace et rapide. Parce que la sophrologie, la méditation, j'en fais toujours, de la respiration ventrale, etc. La cohérence cardiaque, tout ça, ce sont des La cohérence cardiaque, c'est quoi? Ça a l'air compliqué et médical. Non, en fait, c'est juste que le cœur, il a une fréquence et qu'ils ont remarqué qu'en régulant l'émotion, en inspirant sur un endroit de temps précis, puis en expirant sur un endroit de temps précis, eh bien, le cœur, il se calme. Et ça aussi, ça marche, mais sur la durée, on le fait 3 fois par jour, pendant 5 minutes. Et ça calme le cœur, ça calme la fréquence du cœur. Donc ça fonctionne bien. Ah, ça a l'air simple. Voilà. C'est-à-dire que tu inspires 1, 2, 3, 4, voilà, c'est ça 1, 2, 3, 4, 5. Il y a même 1, 2, 3, 4, 5 sur les téléphones. Ah, tu pourras donner les liens de l'appli. Parce que ça a l'air hyper simple en fait. Tu inspires 1, 2, 3, 4, 5, tu expires 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pendant 5 minutes. 5 minutes. Voilà, il y a des petites applis, vous suivez une bourre, vous inspirez, vous expirez. Et ça, déjà, ça canalise, ça met ce qu'on appelle dans le temps présent, dans l'instant présent. On n'est pas sur nos pensées, sur nos émotions, on est juste concentré sur la respiration et déjà, ça canalise. Par exemple, juste avant mon rendez-vous où j'ai l'impression de jouer ma vie, avec ce futur, que j'espère être mon futur gros client, je peux faire ça. Tout à fait. Et là, je passe à l'action. Je ne fuis pas mon rendez-vous, je n'annule pas, je ne le reporte pas. Mais c'est un petit peu comme je n'arrive pas en retard. Il faut de la discipline parce que utiliser un outil une fois de temps en temps, c'est pas ça forcément qui va fonctionner. Il faut vraiment de la discipline. De la régularité. Entre entrepreneurs, c'est de la discipline, être régulier, avoir une bonne santé, faire un peu de sport. Voilà. Mais du sport? Oui, du sport. Ça fait partie des thérapies brèves, le sport ou pas? Pour moi, oui, parce que c'est vrai qu'il y a des grands sportifs, même les sportifs, ça génère de bonnes hormones, c'est toujours une question d'hormones aussi, des émotions, de bonnes endorphines, et ça permet aussi de réguler son stress naturellement. Voilà, ça, ce sont des techniques, que vous pouvez faire, mais qu'il faut faire régulièrement. Donc, bref, ça ne veut pas dire que vous faites ça pendant une semaine et ensuite vous arrêtez. C'est ce que ça veut dire que vous pouvez le faire pendant 1 heure ou pendant 5 minutes pour la respiration cardiaque. Non, c'est pas ça.
cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, donc la respiration, c'est quelque chose qui dure pas beaucoup de temps, mais que vous devez garder régulièrement. Voilà, c'est ça. Comme on prend soin de son business, on prend soin de soi, en fait. D'accord. Donc, il faut être régulier. C'est intéressant, ça, le fait que ce soit bref, parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui exerce plusieurs métiers en même temps. Il est comptable, il est juriste, il est commercial, il est coach, il est cuisinier quand il a un restaurant ou un food truck, et il est logisticien quand il gère une épicerie, il doit gérer un stock, etc. Donc, effectivement, si en plus il doit être son autopsychologue, ça peut être un peu compliqué. Donc, des petites techniques brèves comme ça, qui se glissent dans l'emploi du temps d'un entrepreneur. En fait, surtout, c'est bien de le faire le matin et le soir. Le matin et le soir. Pour se mettre dans une bonne dynamique pour travailler. Et puis le soir aussi, pour pouvoir réguler ses émotions, son stress et avoir un bon sommeil. Parce que c'est important d'avoir de l'énergie quand on entreprend. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Donc cette énergie, toi, tu l'actives comment? Justement avec la respiration. La respiration, ça a l'air d'être super facile. Hein. Vous inspirez 1, 2, 3, 4, 5, vous expirez 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça m'a l'air, et moi, je le fais dans mon lit. Voilà, c'est la première chose que je fais. Comme ça, je suis encore au chaud, mais je fais ma respiration. Et ça oxygène toutes mes cellules et ça me met dans une bonne disposition pour pouvoir faire toute ma journée qui est quand même assez longue. La journée d'un entrepreneur, c'est quelque chose de... C'est long. Voilà, c'est surtout long. quand on débute, qu'on a tout à faire et qu'on est seul. La magie, voilà. Mais toi, tu conseilles du coup de pas rester. Oui, de ne pas rester seul. Au début, on est quand même un peu seul. Voilà, il y a des plages où on va être seul avec ses problématiques, mais c'est de sortir de chez soi pour pouvoir trouver du soutien, pouvoir trouver un mentor, quelqu'un qui vous inspire. Moi, je sais que je fais des masterminds. C'est un outil qui permet, de se mettre au service de son business, mais aussi au service du business de l'autre. Ça veut dire quoi, un mastermind? C'est-à-dire, mind, c'est esprit toujours. C'est-à-dire, c'est un peu comme un brainstorming. Tout le monde, on a tous ça aussi, des idées. Excusez-moi. Ça permet de mettre son idée, de le challenger auprès d'autres. Donc, ça veut dire que tu viens avec une idée de développement d'un produit ou d'un concept d'entreprise et que tu proposes à un groupe de personnes d'y réfléchir avec toi? Non, en fait, moi, j'anime, je suis coach et j'anime 5-6 personnes qui sont entrepreneurs et qui ont tous leur business. Mais ils vont mettre leur potentiel intellectuel au service des autres aussi et au service de leur business. Souvent, quand on a une idée, c'est bien de la faire challenger par d'autres. Voilà, comme ça, c'est plus... de voir si elle est bonne, d'avoir un retour des autres pour savoir si on va dans la bonne direction. Et un point de vue des autres, parce que des fois, on peut avoir toujours une certaine manière de penser et d'avoir d'autres feedbacks, ça peut être vraiment très, très intéressant. Voilà. Et donc, ça permet, moi, c'est ça qui m'a vraiment permis de passer à une étape supérieure, c'est que de challenger son idée comme ça auprès d'autres, c'est vraiment bénéfique pour son business. Et en plus, on n'est pas seul. Parce que le blues de l'entrepreneur, je connais, mes clients connaissent, et ça, c'est délétère de rester tout seul. Oui, mais ce blues de l'entrepreneur, et ça vous parlera peut-être aussi, et je me remets toujours dans la peau de cet entrepreneur qui va rencontrer son super futur gros client. Je reviens de ce rendez-vous, et en fait, le client n'achète pas mon produit, n'achète pas mon service. J'imagine que ça doit parler à des entrepreneurs débutants ou même aguerris pour rebondir après ce genre de déception. On peut aussi travailler avec un client et puis du jour au lendemain, par exemple un graphiste, il va très bien travailler avec un client pendant plusieurs mois et puis un jour le client va lui dire écoute, j'ai envie de changer. De changer d'état d'esprit, changer d'apport, de créativité, changer d'image. Donc, j'arrête de travailler avec toi. Comment on fait pour gérer les émotions, peut-être de tristesse, de déception, et puis aussi de peur pour l'avenir de l'entreprise? En fait, on touche la notion d'échec. Qu'est-ce qu'un échec finalement? Parce que moi, j'aime bien la notion de la citation de Nelson Mandela qui dit « soit je gagne, soit j'apprends ». Et ça, toujours pareil, c'est le changement d'état d'esprit, c'est ce que je me dis souvent, c'est comment je peux transformer l'échec différemment. L'échec, on apprend toujours quelque chose de ce qu'on n'a pas réussi. Mais on a peur que ça ait un impact économique, un client contraire. Oui, de toute manière, c'est un impact économique, mais ça va peut-être remobiliser d'autres ressources pour pouvoir trouver d'autres clients, etc. Ne pas se contenter de se dire, oui, ça y est, j'ai échoué, j'ai pas réussi, là, il y a des risques. Il y a toujours, on croit
qu'on n'a toujours qu'une seule ressource. Finalement, il y en a plusieurs. J'explique souvent à mes clients, un enfant qui tombe, je sais que c'est pas la même chose, mais là, je voudrais vraiment rebondir sur cette notion d'échec. Quand on apprend à marcher, un enfant, il apprend à marcher, il tombe. Pourtant, il recommence jusqu'à ce qu'il marche à un moment donné. Vous voyez, cette notion de toujours persévérer. C'est vrai, on s'en souvient pas. Vraiment, on s'en souvient pas. Mais pourtant, adulte, j'ai l'impression qu'on perd cette notion-là de toujours réessayer, de se dire bon, ok, cette fois-ci, j'ai échoué. Comment je peux passer à autre chose, apprendre de ce qui s'est passé et faire différemment. Voilà. Donc, c'est ce que j'aimerais conseiller. En fait, moi, je l'ai appliqué et ça fonctionne bien. Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Je ne sais pas si tu as déjà perdu un client ou pas réussi à décrocher un client. Et du coup, quand tu rentres, des fois, il y a des gens qui pensent que ça fait partie de leur personnalité de ne pas avoir confiance en soi. La confiance en soi, c'est quand on demande aux gens qui veulent se lancer et qui ne le font pas, ils disent « le problème, moi, c'est que j'ai pas confiance en moi ». Et ils pensent que ça fait partie de leur personnalité. Et donc, un échec, ça peut renvoyer à ça. Tout à fait. Oui, donc ça renvoie justement à on a encore moins confiance en soi. Et j'en reviens justement à faire des petits pas, des petits succès. Qu'est-ce qui fait qu'on a confiance en soi? C'est des petits succès. C'est des petits succès. On est fier d'avoir fait quelque chose. Et donc, plus on est fier, plus on teste, et puis on se dit que c'est possible, et puis on sort de sa zone de confort. Tu veux dire qu'à chaque fois qu'on fait qu'il faut se forcer à faire un petit quelque chose, et qu'à chaque fois qu'on fait un petit quelque chose, il faut se dire tu l'as fait. Voilà, le noter, se faire peut-être un petit cahier. Moi, j'aime bien les petits cahiers pour se noter nos succès. Vous écrivez, vos succès sur un cahier. On oublie, on est facilement… Un carnet des succès, un petit carnet des victoires, des petites victoires. Parce qu'on est souvent à se dire, oui, j'ai échoué, j'ai pas réussi, je suis nulle, etc. Ça vient facilement, mais on oublie vite nos succès. Donc, écrivez vos succès. Et justement, le fait d'être fier de nos succès, ça rebooste la confiance en soi. C'est comme ça qu'on a confiance en soi. Donc, je reviens de mon rendez-vous raté. Et en même temps, j'ai quand même une après-midi de coups de fil à passer de futurs clients. Donc, je reviens et je suis complètement dépitée, je suis complètement down. Comment je gère cette émotion? Alors déjà, tu me dis de faire quoi? Il va y avoir de la tristesse. La tristesse, ça veut dire… Qu'est-ce que je fais? Je dis dégage tristesse? Non, pas du tout. Passer des coups de fil, des trucs… et après, je suis censée passer des coups de fil pour trouver d'autres clients? Pas aux clients, déjà à des gens qui vont vous soutenir, trouver du soutien. Allô maman? Des gens qui vous… Peut-être. Allô chérie, j'ai été nulle. Ou alors un collaborateur, quelqu'un qui vous soutient toujours dans tout ce que vous faites, qui a confiance en vous, qui croit en vous. Donc déjà, trouver du soutien. Donc on vide son sac. Voilà. On vide son sac avec quelqu'un qui nous aime bien et qui accepte de nous laisser vider son sac. Vivre l'émotion, je sais que c'est quelque chose de fondamental. Donc il ne faut pas la ravaler. Il ne faut pas ravaler sa déception et repartir l'après-midi, passer ses coups de fil commerciaux tout de suite. Tout de suite, non. Ça ne va pas fonctionner. Déjà, prendre un temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je suis triste. Ok, j'ai même peur. Comment je peux partager ça avec quelqu'un et puis qui me rebooste un petit peu. Et après, trouver des solutions différentes. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux rebondir? Où est-ce que je peux trouver de l'aide? Toujours. Voilà, c'est ce que je dirais de faire et c'est ce que je fais. Même si ça m'arrive. Et du coup, ce rendez-vous raté, j'en fais quoi? Une fois que j'ai vidé mon sac, je me dis j'y suis quand même allée. Ça peut être une victoire. Tout à fait, c'est une victoire. J'avais peur et j'y suis allée. Voilà, je me suis lancée. Au moins, j'ai essayé. Et puis, voilà, ça capitalise sur ce que vous allez faire après. Capitaliser sur ça. Et puis, relire peut-être votre cahier de choses que vous avez réussi. De toutes les victoires jusqu'à maintenant. C'est ça. L'état d'esprit, c'est comme ça. Capitaliser sur vos victoires. Vous en avez forcément des victoires. C'est ce que en fait, le coaching, c'est ça. Au départ, mes clients, je mets l'accent sur ce qu'ils ont réussi. Et ça, c'est très, très important. On n'a pas cette culture-là. S'arrêter sur même les petites choses qu'on a réussi. Aujourd'hui, j'ai réussi à appeler 5 clients qui ont été intéressés. Même s'ils n'ont pas acheté, je les ai intéressés tous les 5. Et peut-être que je vais pouvoir les recontacter. Donc ça peut être… des prospects, des clients potentiels. Et surtout, de ne pas hésiter à leur dire, j'ai fait une formation à la vie commerciale. Ça aussi, vous voyez, il faut les faire. Ça peut être intéressant. Et justement, d'interroger le client, le prospect dans ce qui n'a pas fonctionné. Ne pas hésiter à le faire. Donc, pas le prendre comme un échec, mais comme une source d'information. Tout à fait. Pour savoir qu'est-ce qui manque à mon produit, à mon offre. Voilà, qu'est-ce que je pourrais
rajouter, qu'est-ce que je peux faire, et toujours l'écrire dans son petit carnet de bord pour pouvoir ne pas l'oublier. On a aussi tendance à oublier les bonnes choses. Donc rebondir sur toutes ces questions-là, j'espère que c'est hyper concret, hein, donc j'espère que là, si vous avez eu un rendez-vous raté, vous savez comment le gérer, vous savez qui appeler, vous savez, vous notez toute votre petite victoire et dans un carnet pour vous remonter le moral, voilà. Et vous ne restez pas tout seul. Hein, ne pas rester seul, franchement. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que du coup, il ne s'agit pas simplement de se dire non mais c'est pas grave, j'ai réussi plein de trucs avant. C'est que tu acceptes aussi, dans cette régulation des émotions dont tu parlais, les émotions négatives et que tu leur laisses du temps. Non? J'ai dit un truc qui va pas. J'ai dit négatif, c'est ça? C'est ça. Ah, bien. Super, Christelle. J'ai mis une étiquette négative sur une émotion. C'est ça? Désagréable. Ouais, vraiment, j'ai plus rien à faire finalement. Je m'en vais. Elle va nous faire le. Je me corrige. C'est un enseignement. C'est déjà ça. D'accord. C'est d'impulser cette dynamique chez le client, de se dire j'ai ce mode de fonctionnement. D'accord. Le cerveau, il est super bien fait. On parle de plasticité du cerveau. Ça veut dire que s'il y a une partie qui est défaillante à un moment donné, si on a eu un accident, le cerveau, il arrive à reconstruire des chemins neuronaux. Et le développement personnel, le rôle, c'est ça, en fait, c'est de reconstruire des chemins neuronaux. Donc, c'est de ne pas parler de négatif, c'est de parler de désagréable. Parce que des émotions. Vous notez, parce que je me suis trompée, moi. Elles ont, comment dire, c'est normal d'en avoir, et elles ont une raison d'être. Donc non, je veux pas avoir peur, je veux pas être triste, je veux pas être en colère. Non, la colère, ça veut dire je défends mon territoire. Mais parce que le développement personnel, je ne sais pas pour les gens qui nous écoutent, on a l'impression que c'est je vais bien, tout va bien. Vous connaissez le sketch de Danny Boone? C'est un peu ça, c'est qu'on a l'impression que quand on a de la tristesse, de la colère, de la peur, c'est une émotion négative, on a appris à les appeler comme ça. Ouais. Et du coup, on se dit, je mets ça de côté et je vais bien, tout va bien, etc. Mais c'est ce que tu me dis, c'est que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est pas le monde de oui. En fait, vivre son émotion, c'est se permettre de faire mieux, d'apporter des choses différentes dans sa vie, de changer ses modes de pensée, ses habitudes et d'en créer de nouvelles. Donc vraiment, je vous invite, même les clients, ils ont souvent ça, ils se créent une petite liste d'émotions. Bon, il y a des méta-émotions, ce qui sont la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la surprise. Et toutes ces émotions-là, elles ont les émotions de base. Voilà, c'est méta-émotions. Et toutes ces émotions-là, elles se déclinent effectivement. Mais donc, de prendre un petit carnet et de dire, ah oui, là, j'ai été frustrée, là, j'étais plutôt triste. Moi, souvent, au départ, je prenais ma colère, ma tristesse pour de la colère. Il y avait un petit mélange. Et le fait maintenant de savoir, ah non, la Maïs, t'es pas en colère, t'es plutôt triste. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Se poser ces questions-là, pour moi, c'est essentiel. Il faut se parler à soi-même, quoi. Oui, prendre un temps pour soi. C'est ça qu'ils disent, en fait, quand on fait de la méditation quelque part. Les gens, ils peuvent fuir la solitude. Et ça, je pense que j'ai un petit message pour les entrepreneurs qui sont souvent beaucoup dans l'action, de prendre un temps pour soi, de faire le vide. Peut-être, justement, pendant le rendez-vous, pendant la formation de l'ADI, il disait de se prendre un rendez-vous, parce que sinon, on se dit qu'on va le faire, on le fait pas. Peut-être que moi, je commençais le lundi, je sais, le lundi, c'est plus calme. Donc, je me dis, voilà, à ce moment-là, je prends une heure, et puis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que je suis pas trop dans la fuite en avant? Est-ce que je suis bien centrée sur ma cible, sur mon persona, sur des choses comme ça? Voilà, c'est un temps pour moi, pour mon business, où je vais. Et ça, c'est important. Est-ce que c'est ça qu'on appelle lâcher prise? Il y a Didine qui nous demande quand est-ce qu'il faut lâcher prise. C'est pareil, ça fait partie des mots qu'on utilise. Mais moi, j'avoue, je dois te confesser, je ne sais pas si c'est ton cas, Didine, mais moi, lâcher prise, j'ai toujours pas compris ce que ça veut dire. J'ai eu des conversations avec des amis en utilisant ce mot sans comprendre. Eh bien, c'est bien de ne pas comprendre, parce que moi, du coup, je ne comprends pas ce concept. Lâcher, ça veut dire justement qu'on contrôle quelque chose, qu'il faut encore contrôler, gérer. Et le lâcher prise, c'est tout. Mais on a l'impression qu'il faut se forcer à lâcher prise. Alors, je suis là, allez, je lâche prise. Non, je lâche prise. J'ai l'impression que ça me crispe encore plus. Voilà, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'en fait, tout le but de tout ça, de gérer de réguler son stress et ses émotions, c'est quand même de ne pas être dans le contrôle. Donc, le lâcher prise, c'est encore du contrôle. C'est encore du contrôle. C'est après qu'on se rend compte qu'on a lâché prise. C'est après, c'est a posteriori. Ouais. Donc, quand on décide de lâcher prise, on est en train de contrôler quelque chose. Et du coup, on se stresse encore plus.
Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui fait qu'à la base, toujours rechercher un petit peu l'émotion de base, le message qu'il y a derrière, et de passer à l'action de l'émotion. Moi, j'étais beaucoup dans le contrôle parce que je voulais que tout soit parfait. Et à un moment donné, si je suis encore en train de contrôler, je dois lâcher prise, je ne sors pas. Par contre, j'ai régulé pourquoi je voulais, qu'est-ce qui se passait en moi quand je voulais toujours être dans cette perfection, etc. Et ben, le fait d'être moins dans la perfection, d'accepter, d'être moins parfaite, hein, ben justement, que ça se passe comme ça se passe. Et souvent, je me suis aperçue que ben, y a des choses super. Quand je suis pas dans le contrôle, il y a des choses super qui arrivent, des nouveaux clients, enfin bref, des manières de penser complètement différentes. Et donc finalement, c'est après je me dis, ah ouais, bien, mais ça, ah oui, il y a quelques années ou il y a quelques temps, tu aurais voulu contrôler ici, tu aurais été dans le stress. Donc c'est après le lâcher prise. S'il vous plaît, non. Mais Joël est d'accord avec toi. Joël dit, il ne faut pas chercher la perfection, sinon on devient zinzin. Je suis d'accord. Bah non, la perfection, j'ai une mauvaise nouvelle, hein, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, la nullité non plus. Ah, et la nullité non plus, vous avez compris Il y a un exercice de PNL justement, ce qu'on appelle, évaluer un peu ses critères. Et il y en a peut-être qui vont se reconnaître, hein, parce que ça fait partie d'un type de personnalité bien défini, où on a tendance à opposer perfection avec nullité. Bah oui, quand je me plante, j'ai été nulle. Quand je reviens de mon rendez-vous, j'ai été nulle. Je me suis plantée, j'ai l'impression d'être nulle. C'est pour ça que je me sens pas bien. Bah c'est ça. C'est blanc ou noir, c'est 0 ou 1. Et en fait, avec la PNL, on va voir que entre tout ça, eh ben, il y a différentes étapes. Et que toujours notre groupe de rap, la programmation neurolinguistique pour ceux qui nous rejoignent, cette technique, qui permet de changer toujours son état d'esprit. On n'est jamais nul, on n'est jamais parfait, ça n'existe pas. Donc si on n'est pas nul ou parfait, on est quoi? On doit développer son vocabulaire. C'est un exercice que vous pouvez faire. De mettre, tracer une ligne. D'un côté, vous mettez nul, si c'est votre critère, et de l'autre côté, parfait. Et vous en mettez 7 au milieu, et puis vous trouvez. Moi, je sais qu'avant, perfection, maintenant, il y a expertise. Ça me va bien. Dans le contexte de mon travail d'être experte et de mobiliser toute ma compétence, beaucoup d'énergie pour ça, ça me va. Mais je ne serai jamais parfaite parce que ça n'existe pas. Donc, ça détend déjà. Voilà, ça détend. On est mieux avec soi-même. Et puis, ça me détend aussi de savoir que je ne serai jamais nulle. Parce que ça n'existe pas non plus. C'est super. Voilà, quand tu as raté ton rendez-vous, ou tu avais ton super client, tu as quand même eu un rendez-vous avec un super client. Ouais, victoire. Donc, tu seras resté chez toi. Victoire, voilà, ça c'est pas mal. Tu es quand même sorti, tu as fait des choses, donc non, tu n'es pas nul. Bon, là, le prochain, j'ai pas envie de le rater. Donc là, il y a Déni, je pense que son prochain rendez-vous, elle n'a pas envie de le rater. Et elle demande comment gérer le stress avant de rencontrer un futur client. Je fais quoi? Les 2-3 trucs que je dois faire. Là, quand ce live se termine, j'ai un rendez-vous. Je fais quoi? Alors là, juste après le live, il y a un rendez-vous important. Oui. Elle est stressée. Ce serait quand même de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, de se reconnecter. Tu veux qu'on le fasse? Moi, ça me dérange pas. Ah non, tu vas encore bailler. Bah oui, elle me l'a fait faire et j'ai baillé et c'est pour ça qu'on a commencé le live à 34. Donc ça détend, je peux en témoigner. Alors, ce serait de fermer les yeux, d'être déjà dans un endroit tranquille, serein, pas trop de bruit, etc. Voilà, fermer les yeux et puis de se reconnecter à quelque chose, une énergie qui pourrait être dans votre corps, déjà au niveau du ventre. Le ventre, c'est important. Voilà, on respire tranquillement au niveau du ventre. Et puis de remonter tranquillement au niveau du cœur. Voilà, toujours respirer tranquillement. De penser à toutes les choses sympas qui vous sont arrivées, au moment où vous avez pu réussir plein de choses, des moments de grande victoire. Et puis de remonter au niveau du cerveau, au niveau de la tête, de se reconnecter aussi à tout son savoir, tout son potentiel. Voilà, toujours d'être dans cette dimension, dans cet état de respiration tranquille, de vous connecter qu'à des choses positives. Et puis s'il y a une couleur qui vous vient, couleur sympa, voilà, d'imaginer que cette couleur, elle vous traverse des pieds, en passant par les jambes, le ventre, le cœur, la tête, voilà. Et puis de baisser peut-être un petit peu mentalement vos barrières psychologiques, vos croyances, de les laisser un petit peu de côté. Voilà, vous imaginez que ces barrières, elles descendent progressivement et de vous sentir en toute sécurité, avec cette couleur à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, tranquillement.
Et toujours, voilà, normalement, ça génère un petit peu de chaleur, de se sentir bien, connecté à ses succès, etc. Voilà, toujours être dans cette grande dynamique, mobiliser son énergie, voilà. De prendre vraiment ce temps-là pour vous, le temps dont vous avez besoin, et puis tranquillement de revenir ici et maintenant, ouvrir les yeux, voilà. Voilà, déjà ça peut être juste ça, faire ça régulièrement. J'ai l'impression d'être en coton. Je me sens super zen. J'espère que je vais pas bailler. Voilà. Ben, je ne sais pas si vous l'avez fait avec nous, j'espère que vous l'avez fait avec nous, et si vous ne l'avez pas fait en même temps, essayez-le vraiment, je viens de le faire, je l'ai fait juste avant ce live avec Mayani, qui peut témoigner que j'ai baillé pendant 5 minutes après, comme si toutes les tensions de mon corps s'en allaient. Ouais. J'espère que vous repartez avec des techniques à la fois psychologiques et physiques pour gérer vos émotions, et pour être aussi réguler vos émotions. Oh là là! Je re-regarderai le live, regardez. Et ça veut dire que tu as encore plein de choses à apprendre. Non, mais c'est ça, c'est des habitudes à prendre. Au début, ça ne vient pas. Mais déjà, changer son état d'esprit, c'est quand même aussi changer son vocabulaire. Je n'ai pas dit, mais le L de PNL, c'est pour linguistique. Tout nos croyances, notre état d'esprit, il est dans notre langage. Donc, commencer à apprendre un vocabulaire différent. Sortir de tu es nul, de tu es bête, tu n'y arriveras pas, ah non, c'est possible, j'y crois, j'ai déjà fait ci. Vraiment de se remettre dans une dynamique, ça c'est important. C'est un petit message que je pouvais vous donner. J'ai pas un seul mot à rajouter. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci pour vos questions. Merci beaucoup Mayanique pour la générosité avec laquelle tu as délivré ces conseils, parce que vraiment j'ai creusé pour avoir des conseils les plus pratiques possibles. J'espère que ce live vous aura appris plein de choses. Mayanique, on la remercie beaucoup. Mayanique, vous l'avez peut-être reconnue, elle était sur l'affiche de la campagne des rendez-vous de l'ADI que vous avez pu voir un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre Mayanique aussi. Tu as un blog. En fait, j'ai une page Facebook, Mon Coaching Solution, et puis mon blog, mon site internet, Mon Coaching Solution avec un s.com. Voilà, on mettra le lien tout de suite après le live si jamais vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur PNL, les groupes de rap et non, je rigole. Ou de tester aussi. Ou de tester vous-même ces techniques qui ont l'air d'être assez simples, assez brèves et qu'on peut intégrer vraiment dans sa vie quotidienne surbookée d'entrepreneur. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Merci. À bientôt pour les prochains rendez-vous de l'ADI, pour les prochains lives. J'espère que cette semaine de live a été riche pour vous, qu'elle vous a apporté vraiment des choses concrètes dans votre quotidien d'entrepreneur ou de futur entrepreneur. On a vraiment l'intention de vous apporter du contenu de qualité. Donc surtout, n'hésitez pas, suite à ce mail, à nous dire s'il y a des sujets, s'il y a des thématiques sur lesquelles vous voulez qu'on vous fasse venir des experts comme Mayanique, qu'on cuisine, qu'on creuse pour avoir des infos les plus pratiques, les plus concrètes possibles à appliquer dans sa vie quotidienne, et puis que vous pourrez suivre après aussi si vous avez envie d'aller plus loin, donc que l'expertise qu'ils partagent avec nous dans ces lives. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir.